C'est parti. Franck, si tu souhaites… Oui, je vais commencer. Moi, j'avais préparé un petit PowerPoint très synthétique, évidemment. L'idée, c'est bien entendu… il y a un petit peu d'écho, je crois. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir partager, notamment avec Marie ou d'autres, sur un petit peu leur retour d'expérience pour peut-être préciser, et ne pas hésiter peut-être d'ailleurs, hein, si je dis des bêtises ou si je suis dithyrambique sur certaines choses, au contraire trop critique sur d'autres, ne pas hésiter peut-être à me ramener à la réalité et surtout à l'expérience. C'est ça qui est important justement, de voir les deux aspects. Donc moi, je souhaitais présenter un petit peu, hein, encore une fois, au public qui est là, et je vous remercie d'être présent. Je voulais présenter un petit peu l'examen d'entrée au CRFPA, parce que c'est des questions qu'on se pose en licence 3, en master 1, parfois en master 2, parfois un petit peu plus tôt, parfois un petit peu plus tard. Voilà. Je voudrais devenir avocat. Est-ce que c'est facile de devenir avocat? Est-ce que c'est compliqué? Et surtout, comment on fait? Et donc, expliquer un petit peu le process, expliquer un petit peu les modalités. Et je vais peut-être le mettre en diaporama, ce sera peut-être plus facile, plus lisible. Et en fait, avant que nous commencions peut-être, je voudrais faire quelques petites précisions, quelques définitions, un petit glossaire si vous voulez, pour qu'on soit d'accord un petit peu sur les termes de l'examen d'avocat. Déjà, on dit beaucoup, hein, on entend souvent que c'est un concours. C'est pas exact. C'est pas exact, du moins en théorie. Pourquoi c'est pas exact? Parce que c'est un examen. C'est un examen professionnel, c'est pas un concours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de numerus clausus. Il n'y a pas de place limitée en théorie. Donc, je veux dire, tout étudiant qui a 10 sur 20 à l'examen est admis à l'examen. Donc, il n'y a pas 300 places en France ou 10 000 places en France. Toute personne qui a 10 sur 20 est admise de fait à l'examen. Ça, c'est en théorie. Parce qu'en pratique, il y a une réalité, c'est que les écoles d'avocats, je vais expliquer dans quelques instants, les écoles d'avocats sont limitées en place. Les amphis des écoles d'avocats ne sont pas extensibles. Et donc, par hypothèse, ce dont on se rend compte, c'est que les écoles d'avocats, les CRFPA, globalement, admettent toujours plus ou moins 5, 6, peut-être 10 étudiants près, un même nombre d'élèves avocats. Donc, voilà, il y a la réalité et la pratique. Donc, lorsqu'on dit le concours d'avocat, il faut préciser en réalité l'examen professionnel d'entrée au CRFPA. Bon, c'est un examen, mais qui a toutes les allures en réalité d'un concours. Hein. Si vous regardez un petit peu sur le net les statistiques, vous verrez qu'on est toujours quand même proche des mêmes nombres, des mêmes chiffres. Première remarque. Seconde remarque, justement, je viens de vous le dire, hein, on parle d'école d'avocats. En fait, le terme exact, c'est les centres régionaux de formation professionnelle des avocats, ce qu'on appelle le CRFPA. Donc, lorsqu'on passe son concours, lorsqu'on passe son examen d'avocat, en réalité, on passe l'examen d'entrée au CRFPA, centre régional de formation professionnelle. On va voir tout à l'heure, hein, il y a plusieurs centres. Une fois qu'on a réussi l'examen d'entrée à l'école d'avocat, hein, au centre régional, au CRFPA. Ensuite, on a une scolarité qui permet de passer ensuite le CAPA. Le CAPA, c'est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ce qui permet en réalité d'exercer la profession. Donc, pour tout vous dire, hein, en réalité, vous l'aurez compris, il y a 2 examens. Il y a un examen d'entrée qu'on appelle l'examen d'entrée au CRFPA et, entre guillemets, hein, on va l'appeler comme ça, il y a un examen de sortie qu'on appelle le CAPA. Et c'est le CAPA qui, encore une fois, permet d'exercer la profession d'avocat. Dernière définition, puisque c'est un terme que je vais utiliser, et souvent, on ne sait pas forcément, on ne comprend pas trop ce que c'est, et à juste titre, souvent parfois, les IEJ, puisque je vais vous expliquer dans quelques instants, pour pouvoir passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat, hein, il faut s'inscrire administrativement à un IEJ. C'est quoi un IEJ? Eh bien, c'est un institut d'études judiciaires. Donc, je vais vous expliquer dans quelques instants, il y a plusieurs IEJ en France, il y en a pas mal d'ailleurs, il y a pas mal d'IEJ en France, et l'IEJ, globalement, c'est un institut, donc c'est un service d'une université publique qui permet de passer l'examen d'entrée au CRFPA. Donc c'est un système un petit peu bizarre, hein, parce que même si on n'a jamais suivi des cours dans le public, même si on n'a jamais été inscrit dans le public, il faut un moment qu'on s'inscrive auprès d'une université publique, ce qu'on appelle auprès d'un IEJ, pour pouvoir passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat. C'est une obligation. Hein. D'ailleurs, même si on ne va jamais à l'IEJ, même si on ne suit aucun cours de l'IEJ, hein, je ne sais pas si Marie nous partagera son expérience tout à l'heure ou d'autres,
C'est obligatoire, hein. On ne peut pas faire autrement, c'est obligatoire de s'inscrire auprès d'un IEJ, qui est un centre d'examen au CRFPA. Donc voilà peut-être quelques définitions, parce que je sais d'expérience que c'est des questions qui se posent. Je préférais peut-être aborder ces points avec vous. Ces précisions un petit peu faites, comment ça se passe? Comment se passe un petit peu le déroulement des épreuves et de la formation? J'essaie de faire ça de manière didactique, globalement. Bien, après l'obtention de son Master 1 ou de son Master 2, je vais vous expliquer dans quelques instants, bien, on passe son examen d'entrée au CRFPA. Les épreuves se déroulent de septembre à novembre. Donc, si par exemple, vous avez l'envie de passer l'examen d'entrée en 2022, bien, les épreuves d'admission puis d'admissibilité se font de septembre à novembre 2022. Ensuite, se passe la scolarité à l'école d'avocat, accompagnée de stages. Tout ça, ça se passe. C'est une scolarité qui est un petit peu, entrecoupée de stages, d'ailleurs, qui a beaucoup plus de stages que de cours à proprement parler à l'école d'avocat. Et là, ça se passe de janvier N+1 à juin N+2. Si je prends l'exemple d'un étudiant qui souhaite passer cette année son examen d'entrée à l'école d'avocat, donc en 2022, l'entrée à l'école d'avocat se fait en janvier 2023 et la sortie se fait en juin 2024. Ensuite, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à la fin de la scolarité, il y a ce qu'on appelle le CAPA, le certificat d'aptitude à professeur d'avocat, l'examen de sortie, qui se passe de juillet à octobre, donc dans mon exemple évidemment, de juillet à octobre 2024. Donc ça veut dire qu'un étudiant qui passerait son examen d'avocat, qui commencerait son examen d'avocat en septembre 2022, si tout se passe bien pour lui, et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, bien, il va prêter serment normalement en octobre-novembre 2024, après les épreuves, la scolarité et le CAPA. Donc vous voyez, on se projette, et c'est pour ça que c'est important, encore une fois, au L3, on se projette sur 2 ans en réalité, lorsqu'on entreprend l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Voilà un petit peu donc au niveau du planning. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de répondre un petit peu aux questions qui peut passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat, quand, quoi, où et comment. Voilà un petit peu ce que j'ai souhaité aborder avec vous. Qui? Je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est pour ça que les L3, c'est important que vous soyez présents. En l'état actuel des textes, ce sont les étudiants qui sont titulaires d'un Master 1 ou d'un Master 2. Donc, pour l'instant, l'examen d'entrée à l'école d'avocat est ouvert dès le Master 1. Je vous expliquais, est-ce qu'il vaut mieux le passer en Master 1, est-ce qu'il vaut mieux le passer en Master 2? Encore une fois, ce sera intéressant d'écouter un petit peu l'expérience de vos camarades, mais c'est quelque chose qu'on va aborder tout à l'heure. Mais c'est pour l'instant. Pour l'instant, c'est Master 1, Master 2. Pourquoi je dis pour l'instant? Parce qu'il y a une réforme qui est en cours. Il y a une réforme qui est en cours qui souhaiterait que la réforme entend que seuls les titulaires d'un Master 2 pourront passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat. D'ailleurs, pour tout vous dire, ça a été voté. Ça a été voté, c'est une délibération de l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux de 2018. Donc le Conseil national des barreaux, qui, comme vous le savez peut-être, s'occupe un petit peu de la gestion des différents barreaux et donc de la profession d'avocat, a souhaité et a adopté la délibération selon laquelle seuls les titulaires de M2 d'un Master 2, pourront passer l'examen d'avocat. Pour l'instant, ça n'a pas été converti en texte. Pour l'instant, ce n'était qu'un avis du Conseil national des barreaux. Il sera adopté. Clairement, je vous le dis, la délibération sera adoptée. On ne sait pas quand. Bon, cette année, c'est sûr et certain. Donc, en 2022, pas de souci, c'est ouvert en Master 1. Peut-être 2023, peut-être 2024. Donc, vous voyez, il faut être attentif un petit peu à l'actualité. Il va de soi que si jamais nous venions à être informés de la réforme qui rentrera en vigueur précipitamment, on tiendra au courant, évidemment, les étudiants via les réseaux habituels de communication. Mais on est un petit peu en stand-by. Bon, pour 2022, il n'y a pas de problème. Pour 2022, il n'y a pas de problème. Ce sera les Master 1 et les Master 2. 2023, 2024, c'est un petit peu la grande inconnue. Donc, voilà déjà pour la première question, qui? Je ne rentre pas dans le détail, puisque là, je parle des Master 1, des Master 2 en droit. En réalité, c'est aussi ouvert aux Master 2, de certains Master 2 d'IEP, d'Institut d'études politiques. Bon, on va pas, j'imagine que ça ne vous concerne pas, je ne vais pas développer. Quand maintenant? Quand se déroulent les épreuves? Bien, je vous l'ai dit, et c'est important de bien le garder en tête, parce que c'est assez spécifique d'ailleurs à l'examen d'avocat, ça ne se fait plus. Ça se faisait dans le temps à la fac, de mon ancien temps. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. L'examen d'avocat est encore découpé en 2 temps. Il y a des épreuves d'admission
et il y a des épreuves d'admissibilité. Et pour être plus précis, hein, il y a des épreuves écrites d'admission, et ensuite il y a des épreuves orales d'admissibilité. L'idée étant, hein, mais vous l'aurez compris, j'imagine, que seuls les étudiants qui ont réussi, seuls les étudiants qui ont eu la moyenne de 10 sur 20 aux épreuves d'admission seront autorisés à passer les épreuves d'admissibilité. En fait, je crois que c'est l'inverse. Il y a une petite faute de frappe. Mais oui, c'est les épreuves d'admissibilité et les oraux d'admission. Hein. Évidemment, je me suis un petit peu emmêlé. Épreuve évidemment d'admissibilité, épreuve écrite d'admissibilité, épreuve orale d'admission. Hein. On va évidemment modifier sur sur le support. C'est entièrement de ma faute. Seuls les étudiants admis qui ont passé les épreuves d'admissibilité ont le droit, qui ont réussi les épreuves d'admissibilité, ont le droit de passer les épreuves d'admission. Donc c'est un petit stress. Hein, c'est un petit stress. Les épreuves d'admissibilité, c'est au mois de septembre. En général, d'ailleurs, c'est la première semaine, c'est pendant 4 jours, 5 jours maximum. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Hein. Parfois, c'est la première semaine de septembre, parfois, c'est la seconde semaine de septembre. En général, c'était la première semaine de septembre. Cette année, en 2021, ça a été la seconde semaine de septembre. La deuxième, semaine de septembre. Donc, vous voyez, on est début septembre, on passe pendant 4 jours, 5 jours, les épreuves, encore une fois, je corrige mon erreur, d'admissibilité. C'est ramassé, hein, je veux dire, c'est 4 épreuves en 4 jours. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait à l'université, où on a une épreuve par semaine, une épreuve tous les 3 jours. Là, c'est 4 épreuves en 4 jours. Je vais vous expliquer en quelques instants. Ensuite, si on a eu la moyenne de 10 sur 20 aux épreuves d'admissibilité, on a le droit de passer les oraux d'admission. Les oraux d'admission, ils se déroulent, hein, il faut les organiser dans toute la France, hein, ils se déroulent au mois de novembre. En général, la première quinzaine de novembre, après ça dépend un petit peu des IEJ, hein. Il y a certains IEJ qui font passer 10 euros d'admission, il y en a d'autres qui en font passer 800, vous doutez bien que ce n'est pas forcément le même calendrier. L'admissibilité, hein, les résultats sont proclamés vers le 20 octobre. Vous voyez, vers le 20 octobre, on sait si on est admissible, on sait si on a le droit de passer les euros d'admission. Les euros d'admission, ils commencent 10 jours plus tard, hein, au mois de novembre. Hein. Et j'attire votre attention, hein, et encore une fois, hein, je compte peut-être sur l'expérience de vos camarades, mais c'est un stress. Hein, c'est un stress. Je passe mes épreuves au mois de septembre, je ne sais qu'un mois et demi plus tard si je suis admissible. Il faut gérer ce stress et il faut justement commencer à préparer les oraux d'admission tout en ayant dans le doute de savoir si on va être admissible ou pas. Et encore une fois, c'est un petit peu la difficulté de ce genre d'examen professionnel. C'est pour ça que ça rapproche quand même d'un concours à certains égards. Voilà donc pour quand. Quoi? Bien, je vous l'ai dit, hein, encore une fois, je corrige mon erreur de tout à l'heure, il y a des épreuves d'admissibilité et il y a les épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité, il y en a 4. Il y a 4 épreuves d'admissibilité, il y a une note de synthèse, 5 heures, COEF 3. Il y a une épreuve de droit des obligations, 3 heures, COEF 2. Une épreuve de spé, on va y revenir tout à l'heure, une épreuve de spécialité choisie par le candidat, 3 heures, COEF 2. Et il y a une épreuve de procédure qui dépend de la spécialité choisie, hein, soit procédure civile, soit procédure pénale, soit procédure administrative. Là encore, hein, c'est au choix du candidat. Hein. Si le candidat choisit une épreuve de spé en lien avec le droit civil, le droit des affaires, droit social, il est de facto inscrit en procédure civile. Si l'étudiant choisit le droit pénal, il passe de facto l'épreuve de, j'étais trop vite, il passe de facto l'épreuve de procédure pénale. Si l'étudiant choisit droit public, ou droit fiscal, il passe automatiquement l'épreuve de droit administratif, de procédure administrative, 2 heures, COEF 2. Vous voyez, 4 épreuves, en règle générale, en 4 jours, une note de synthèse, une épreuve de droit des obligations, une épreuve de spécialité, une épreuve de procédure. C'est quoi ces épreuves? Bien, l'épreuve de spé, il n'y a aucun souci, hein, c'est dans les textes officiels. L'épreuve de spé est soit un cas pratique, soit une consultation. Pour tout vous dire, dans les textes officiels, ils opposent le cas pratique et la consultation. C'est la même chose. Hein. Je n'ai jamais compris trop la nuance entre les deux. C'est globalement la même chose. Retenez que c'est un cas pratique. Retenez que c'est un cas pratique, l'épreuve de spécialité. Nous, on ne pas, on nous expliquait qu'en Pardon, oui, pardon, je vous en prie, Marie.
pardon. On nous expliquait la différence entre un cas pratique et une Ouais. consultation. En fait, dans une consultation, on va écrire directement à une personne, donc sur la forme, c'est pas du tout pareil. En fait. Ouais, mais ça, justement, c'est ce qu'ils expliquent en prépa, dans certaines prépas, alors que les responsables d'IEJ nous disent, attention, si on vous donne une consultation, il faudra rédiger de manière anonyme. Donc, en réalité, c'est un cas pratique. Mais bon, vous avez raison, Marie, hein, vous avez raison. Souvent, de manière très théorique, on oppose comme ça le cas pratique à la consultation, alors qu'en réalité, la consultation est rédigée de manière anonyme, comme le cas pratique. Donc, vous avez raison, hein, je partage tout à fait votre avis. La preuve en est, hein, c'est que ça a été des consultations, or, il fallait rédiger de manière anonyme les copies. Donc, vous voyez que bon, je crois qu'on chipote. Je vois pas trop la différence. Je vois pas la différence, même si sur le plan théorique, je vous rejoins tout à fait. Je vous rejoins tout à fait. Donc ça, c'est l'épreuve de spé. Ça, c'est l'épreuve de spé. Les épreuves écrites, maintenant, ben, ça dépend chaque année. Chaque année, il y a une commission des sujets. Il y a une commission du Conseil national des barreaux qui est chargée d'élaborer les sujets. Et chaque année, la commission communique sur le type d'épreuve écrite. Et c'est bien écrit dans les textes. Hein. Les textes nous disent que cette épreuve pratique peut être un cas pratique, une consultation, un commentaire de texte ou un commentaire d'arrêt. Sauf que depuis 2017, c'est-à-dire date à laquelle l'examen est devenu national, depuis 2017, ça a été systématiquement des consultations. Ou des cas pratiques, encore une fois, on ne chipotons pas. Donc, pour vous dire que globalement, on peut s'attendre que ce soit également des cas pratiques, des consultations pour les prochaines années. Hein. C'est, je crois, plus logique de jauger la capacité d'un étudiant à devenir avocat sur une consultation que sur un commentaire de texte ou un commentaire d'arrêt. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Du jour au lendemain, ça peut changer. J'interviens en prépa depuis 17 ans. Je suis en train de réfléchir, 12 ans d'un point de vue local à Lille, 5 ans maintenant d'un point de vue national, hein, puisque l'examen est devenu national. Je n'ai une seule année. Une seule année, ça a été un commentaire d'arrêt à l'IEG de Lille. Sinon, ça a été systématiquement des consultations ou cas pratiques. Hein. Donc, voilà un petit peu pour vous dire. Si certains disent mais je déteste les commentaires d'arrêt, je ne sais pas faire, j'ai peur des dissertations, vous êtes rassurés, ce ne sera jamais une dissertation, ça, ce n'est pas possible, ça, c'est une certitude. Donc, voilà un petit peu les épreuves d'admissibilité. Hein, ça peut changer. Mais en général, cas pratique et ou consultation, encore une fois, sous la nuance qu'on a apportée. Alors, évidemment, il fallait que le PowerPoint bloque. Hein, ça, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est revenu. Je vous ai parlé d'épreuves de spécialité. C'est quoi? Bon, la note de synthèse, ça ne développe pas. Droit des obligations, c'est le programme de L2. Hein. Le droit des obligations, c'est le programme de L2. Procédure, ça dépend évidemment de votre cursus, mais c'est ce qu'on voit en général en licence. Les épreuves d'admissibilité, c'est quoi? C'est au choix du candidat. Le candidat a au choix 7 spécialités dans lesquelles il peut choisir. Première spécialité, c'est le droit civil. Le droit civil, c'est le droit des biens, le droit de la famille, le droit des régimes mat, le droit des contrats spéciaux et le droit des sûretés. D'ailleurs, pour tout dire, ce n'est même pas tous les contrats spéciaux, c'est juste certains, hein, notamment la vente et le mandat aussi, ma mémoire est bonne. Donc, vous voyez, c'est droit civil. C'est assez volumineux, hein, décidément. C'est assez volumineux, hein, il y a pas mal de matières, mais d'un côté, c'est toutes les matières qui sont étudiées à la faculté, hein, à l'université. Après, ça dépend évidemment des établissements, mais droit des biens, on voit ça en première ou en deuxième ou en troisième année. Droit de la famille, c'est le programme de première année. Régime mat, c'est le programme de Master 1. Contrat spéciaux sûreté, normalement, c'est le programme de L3. Droit des affaires. Droit des affaires, c'est quoi? Bien, c'est les commerçants, les sociétés commerciales, le fonds de commerce, les procédures collectives et il y a aussi opérations bancaires, hein, mais bon, ça se rattache un petit peu au droit des sociétés. Vous l'aurez compris, c'est le programme de licence 3 et de Master 1. Commerçants, sociétés commerciales, fonds de commerce, c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit en licence 3, en droit des affaires, en droit commercial, bancaire, procédure collective, c'est ce qu'on voit en Master 1. Droit social, hein, c'est travail, protection sociale, le texte ajoute circulation et détachement dans l'Union européenne. Bon, je veux dire, c'est pas une grosse partie du cours. Hein. L'essentiel, évidemment, c'est travail, protection sociale. Encore une fois, c'est normalement le cours de L3. Droit pénal, le texte nous dit, hein, c'est droit pénal général, droit pénal spécial et droit pénal des affaires.
Droit pénal spécial, c'est notamment les atteintes aux personnes et aux biens, tout simplement. Droit administratif, c'est la même chose. Droit administratif général, droit administratif spécial. C'est le programme, normalement, de licence 2, de licence 3. Droit international et européen, c'est un petit peu plus large. C'est tout ce qui concerne le DIP, droit international public, tout ce qui concerne le droit du commerce international, mais également le droit de l'Union européenne. Enfin, le droit fiscal, c'est les sources du droit fiscal, la fiscalité des entreprises, la TVA, la fiscalité des personnes physiques, donc tout ce qui impose sur le revenu, et tout ce qui concerne le contrôle et le contentieux fiscal. Donc, vous voyez, les épreuves de spécialité à choisir. Qu'est-ce qu'on choisit comme spécialité? Je vais dire ça par hypothèse, c'est propre, la réponse ne peut être que personnelle à chaque étudiant. J'attire votre attention sur l'importance, c'est peut-être pas encore le moment, mais de la stratégie. L'essentiel, c'est de choisir une spécialité à laquelle on est à l'aise. J'attire votre attention, ce n'est pas parce que j'ai pris spécialité droit social à l'examen d'entrée à l'école d'avocat que je serai avocat spécialisé en droit social. D'ailleurs, je serais allé dire bien au contraire, bien au contraire. C'est juste une épreuve de l'examen d'entrée. Vous ne serez pas marqué au fer rouge, attention, cet étudiant-là est un spécialiste de droit du travail, pas du tout. Donc l'étudiant qui prend du droit social, il aura juste une épreuve de droit social, une épreuve de procédure civile. Si ensuite il a envie de se spécialiser dans le contentieux administratif, je vous rassure, il se spécialisera dans la spécialité qu'il souhaite une fois qu'il sera avocat. Ça n'a aucune influence. Le choix de la spécialité n'a aucune influence sur l'exercice de la profession. C'est juste une matière qu'on passe le jour de l'examen. Je connais très bien des avocats qui ont pris droit administratif, oui, c'est ça, qui ont pris droit administratif alors qu'ils ont exercé en droit social. Je connais des avocats qui ont d'ailleurs des étudiants de l'Institut catholique de Lille qui ont fait le master droit des affaires ou le droit master comptable et financier, qui ont pris droit des affaires et qui pourtant aujourd'hui ont monté leur cabinet en droit social. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune influence, évidemment, ça n'a pas d'influence. Donc voilà un petit peu en quoi consistent ces épreuves d'admissibilité. Les épreuves d'admission maintenant. Une fois qu'on a eu 10 sur 20 aux épreuves d'admissibilité, on a le droit, on est élu, on a le droit de passer les épreuves d'admission. Aujourd'hui, il y en a 2. Il n'y a que 2 épreuves d'admission, épreuve d'anglais et un grand oral. Ceux qui disent « Oh là là, l'anglais, ça me fait peur, j'en ai pas fait depuis le lycée », je vous rassure, c'est une interrogation de 15 minutes après une préparation, que je dis pas de bêtises, après une préparation de 15 minutes. C'est COEF 1 en plus. Le niveau d'anglais, je vais dire, c'est pas besoin d'être bilingue. Pas besoin d'être bilingue. Il faut avoir des bases en anglais, évidemment. Il faut savoir un petit peu se débrouiller en anglais. Ça sert à rien non plus de se dire oh là là, pour préparer mon examen d'avocat, je fais une césure de 5 ans aux États-Unis d'Amérique. Pour être sûr et certain d'être bilingue, c'est pas la peine. Pas la peine. Ensuite, il y a un grand oral. Et ça, pour tout vous dire, c'est peut-être l'épreuve la plus discriminante. C'est l'épreuve la plus discriminante. C'est l'épreuve la plus spécifique, la plus bizarre, certains diront, de l'examen d'entrée à l'école d'avocat. C'est quelque chose qu'on ne fait pas à l'université. C'est un exposé de 15 minutes, suivi d'une discussion de 30 minutes après une préparation d'1 heure. Et j'attire votre attention, COEF 4, c'est là que tout se joue en réalité. C'est là vraiment que tout se joue le jour de l'examen d'avocat. C'est quoi ce grand oral? Le texte nous dit c'est un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux, en ajoutant permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique et son aptitude à l'argumentation, à l'expression orale. Vous l'aurez compris, c'est un petit peu un fourre-tout. Il y a à la fois liberté fonda, mais il y a également culture juridique, il y a également aisance à l'oral. Et pour tout vous dire, ça dépend vraiment des IEJ. Ça dépend vraiment des IEJ. Dans certains IEJ, on a des questions fermées, par les bois de telles notions. Dans d'autres IEJ, on a, on a plus des débats, c'est pas le terme, on nous demande de débattre d'une notion, peut-être même de prendre position, défendez tel concept, défendez telle notion, parfois des questions ouvertes, parfois des questions fermées. C'est la seule marge de manœuvre des IEJ. L'examen est national, c'est-à-dire que quel que soit le centre d'examen dans lequel on passe, on a les mêmes épreuves écrites. L'épreuve orale, elle, est régionale. Et il y a chaque IEJ un petit peu fait l'épreuve orale à sa façon. Il y a un cadre légal, liberté fonda, mais l'expression
culture juridique, l'expression aptitude argumentation est suffisamment vague justement pour laisser un petit peu à chaque IEJ sa marge de manœuvre. Voilà les deux épreuves d'admission. Voilà donc en quoi consiste cet examen d'avocat. Où maintenant? Bien, je vous l'ai dit il y a quelques instants, je l'ai peut-être répété, l'examen national. Les épreuves écrites sont les mêmes. D'ailleurs, elles ont lieu partout en France au même moment. L'examen est national. Tout le problème, c'est que, vous doutez bien, il faut un petit peu délocaliser tout ça. Et donc, si l'examen est national, les centres d'examen, eux, sont régionaux. C'est-à-dire qu'il y a en France une multitude d'IEJ qui sont centres d'examen auprès duquel on peut passer son examen d'avocat, son examen d'entrée au CRFPA. Pour ça, je vous le disais tout à l'heure, il faut s'inscrire auprès d'un IEJ. Donc voilà, l'idée, c'est que je m'inscris auprès d'un IEJ et je passe mon examen d'avocat auprès de l'IEJ. J'attire juste votre attention au petit piège. Parfois, il y a des IEJ qui ne sont pas centres d'examen. C'est-à-dire qu'il y a des IEJ qui proposent des cours pour préparer l'examen d'avocat, mais qui ne permettent pas de passer l'examen d'avocat d'un point de vue local. Ensuite, il faut se délocaliser et passer le centre d'examen auprès d'un autre IEJ. Donc, vous voyez, il fait attention parfois aux petits pièges qui peuvent se rencontrer. Tous les IEJ ne sont pas centres d'examen. Nous, ici, dans le Nord, par exemple, pendant longtemps, l'IEJ de Valenciennes était un IEJ reconnu, respecté, mais n'était pas un centre d'examen. Ce n'est un centre d'examen que depuis 3 ans ou 4 ans maintenant, alors que l'IEJ existe depuis bientôt une vingtaine d'années. Donc, il faut faire attention parfois aux faux amis, il faut se renseigner. D'ailleurs, en général, c'est indiqué IEJ, centre d'examen. Encore une fois, j'attire votre attention. Pour pouvoir passer l'examen d'avocat, il faut être inscrit auprès d'un IEJ. Après, je voudrais dire, chaque IEJ a ses propres tarifs, chaque IEJ a ses propres calendriers. Ça, par hypothèse, je ne peux pas, il y a tellement d'IEJ que on pourrait passer quasiment toute la soirée, peut-être même toute la nuit, pour lister toutes les modalités particulières à chaque IEJ. C'est très variable. Les frais d'inscription, c'est très variable. Ça peut aller du simple au double. Même les périodes. Certains IEJ admettent qu'on puisse s'inscrire jusqu'au 31 octobre, 15 décembre. D'autres permettent régional, certains IEJ régionaux admettent qu'on puisse s'inscrire parfois en février. Donc, vous voyez, de l'année suivante. Donc, vous voyez que, encore une fois, les pratiques sont très variables. C'est quoi ces IEJ? J'ai pris plusieurs exemples, vous voyez. Comme on est Institut catholique de Lille, je prends l'exemple du Nord. Vous voyez, rien que pour la région Nord, il y a 4 IEJ. Il y a un IEJ à Amiens, il y a un IEJ à Lille, il y a un IEJ à Rouen et il y a un IEJ à Valenciennes. Ces 4 IEJ permettent, je vais l'évoquer dans quelques instants, ces 4 IEJ permettent d'intégrer l'école d'avocats du Nord, qui est à Lille. À Paris, il y en a 7 IEJ. Rien qu'à Paris, à Intramuros, il y a 7 IEJ. Il y a Paris 1, Sorbonne, Paris 2, Assas, Malakoff, Paris 5, il y a Vincennes, Saint-Denis, Paris 8, Créteil, Paris 12, Villetaneuse, Paris 13 et Évry. À cela, il faut ajouter les 5 IEJ dans la grande couronne. Cergy-Pontoise, Nanterre, Paris 10, Sarclay, Paris 11, Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, vous voyez que pour choisir son IEJ, on a le choix. On a le choix, puisque rien que sur Paris, il y a 12 IEJ, rien que nous dans le Nord, il y a 4 IEJ. L'IEJ permet de déterminer l'école d'avocat. Donc, que vous passiez votre examen d'avocat à Villetaneuse ou à Assas, en réalité, vous irez dans la même école d'avocat. Que vous passiez votre IEJ à Amiens ou à Lille, vous irez dans la même école d'avocat. Ensuite, est-ce que ça veut dire que vous allez exercer à Paris ou exercer à Lille? Pas du tout. Pas du tout. Donc, vous voyez, en France, il y a 11 écoles d'avocats. Il y a 11 écoles d'avocats. Vous voyez, je vous ai fait la liste, je ne vais pas tous les voir, je ne vais pas tous les énoncer. Vous voyez, il y a une école d'avocats à Poitiers, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, avec, j'attire votre attention, parfois des situations géographiques qui sont un petit peu rêveurs. Clermont-Ferrand, centre-sud. Vous voyez que Clermont-Ferrand, le sud, je ne vois pas, étant originaire un petit peu de la région, je ne vois pas trop le lien avec le sud, mais vous voyez. Donc, Rhône-Alpes, Lyon, Rennes, le Grand Ouest, Marseille, Pyrénées, ici, Créteil, c'est le cours l'EFP, pardon, qui est Paris, ici, le Molineau, Boulogne-Créteil, Strasbourg, Viroflay,
Ça, c'est plus la Cour d'appel de Versailles, et l'ICSAD, qui ne peut jamais faire comme les autres, parce que vous voyez qu'ils s'appellent tous écoles d'avocats ou qui ont tous plus ou moins un lien avec le barreau, sauf à Lille, où on a l'ICSAD, qui veut dire quelque chose, mais dont j'ai certainement oublié depuis longtemps. Donc, vous voyez, 11 écoles d'avocats. Le choix de l'école d'avocat dépend évidemment de l'IEJ. En fonction de l'IEJ qu'on a choisi, on rentre à l'école d'avocat. Quelqu'un qui passe à l'EJ de Paris 2, normalement, il a vocation à rentrer à l'école, à l'EFB, l'école française du barreau. Quelqu'un qui passe son examen d'avocat à l'EJ de Valenciennes a vocation à intégrer l'ICSAD de Lille. Il y a des possibilités de dérogation. Il y a des possibilités de dérogation, en ce sens qu'un étudiant qui a passé l'examen d'avocat à Paris pourrait intégrer un IEJ régional, mais c'est de plus en plus rare. Hein. Ça se faisait un certain temps, c'est de plus en plus rare. C'est essentiellement pour des raisons familiales. Hein. On peut penser notamment à une étudiante ou un étudiant évidemment, qui serait responsable de famille, hein, en charge d'une famille, et qui, pour des raisons familiales, pourrait se délocaliser. Donc, mais encore une fois, hein, il y a de moins en moins de tolérance de ce côté-là. Attention aussi toutefois, la scolarité au sein d'une école d'avocat ne préjuge pas du tout du lieu d'exercice de la profession. Hein. Globalement, le CAPA, il est national. Hein. Donc, un étudiant diplômé du CAPA à Marseille peut s'installer à Boulogne-sur-Mer. Et réciproquement. Hein. Réciproquement, hein. Je suis à Valenciennes, un très bon ami est avocat au barreau de Valenciennes. Je voudrais dire, il a passé l'UJ de Marseille. Hein. Il est CAPA à Marseille, ben c'est pas grave, il s'est inscrit au barreau, ça n'a aucune incidence. Hein. Et le choix des matières à l'examen d'avocat et le lieu dans lequel on a suivi la scolarité à l'école d'avocat n'a aucune incidence. Pareil d'ailleurs pour les stages. Pareil pour les stages, puisque, et on peut le voir hein, très facilement sur le site des écoles d'avocats, la plupart des écoles d'avocats permettent à leurs stagiaires d'effectuer des stages dans d'autres ressorts. Hein. Donc je peux tout à fait être à l'école d'avocat de Lille et faire un stage à Paris, et réciproquement. Voilà un petit peu donc où s'inscrire. Là encore, hein, il y a la stratégie, ben justement, voyons comment. D'ailleurs, comment choisir son IEJ? Je viens de vous le dire, hein, et vous l'avez constaté, il y a une multitude d'IEJ. Comment choisir son IEJ? Là, encore une fois, peut-être vos camarades seront très utiles hein, pour expliquer peut-être comment ils ont choisi. Hein. Il y a des critères à prendre en compte, mais c'est forcément des critères subjectifs. Ça peut être le taux de réussite. Évidemment, il y a des IEJ dans lesquels le taux de réussite est plus important que dans d'autres. Il y a des IEJ qui sont connus pour être très sévères, il y a des IEJ qui sont connus pour être un petit peu plus porte ouverte. Ça peut être un facteur à prendre en compte. Attention, ça c'est évidemment pour le grand oral, puisque pour les épreuves écrites, de toute façon, le sujet et le barème de correction est le même dans tous les IEJ, et puis les copies circulent. Hein, pour tout vous dire, les copies sont croisées. À l'IEJ de Strasbourg, ils vont double corriger les IEJ de Clermont-Ferrand ou autres. Hein, donc, pour l'épreuve écrite, à la limite, il n'y a pas trop d'importance. Pour l'oral, c'est vrai qu'il y a des IEJ plus sévères que d'autres. Mais attention, il faut parfois relativiser. Je me permets de vous partager mon expérience parce que on voit parfois hein, que certains IEJ ont un petit peu marre d'être connus comme des portes ouvertes. D'autres IEJ, au contraire, sont un petit peu vexés d'entendre parler qu'ils sont trop sévères. Et donc, parfois, ça s'inverse. Et donc, on voit certains IEJ qui étaient traditionnellement très sévères, du jour au lendemain, ils ouvrent les portes. D'autres IEJ qui étaient connus pour être très laxistes, bien, au contraire, ferment les portes. Donc, il faut se méfier, c'est ça que je veux vous dire, du taux de réussite. Et ce sera ma dernière peut-être précision sur le taux de réussite. Il faut aussi bien analyser le taux de réussite. Le taux de réussite, ce n'est pas une donnée brute, ça doit être traité avec précaution, parce qu'il faut toujours faire attention également au nombre d'inscrits. Parce qu'évidemment, au plus il y a d'inscrits, le taux de réussite a peut-être plus de sens dans un IEJ dans lequel il y a beaucoup d'inscrits qu'un tout petit IEJ de province dans lequel il n'y a pas beaucoup d'inscrits. Donc effectivement, il faut raison garder. Donc le taux de réussite est un critère à prendre en compte. J'attire votre attention, pas que. Il faut aussi prendre en compte la connaissance des lieux. Hier, c'est tout bête, mais voilà. Moi, souvent, hein, j'ai des étudiants qui disent « Ah oui, mais à Paris 2, encore une fois, les étudiants lillois disent « Oui, mais à Paris 2, l'IEJ, le taux de réussite est plus important qu'à Lille. » Oui, d'accord, mais vous connaissez, vous avez l'habitude de vous rendre sur Paris Ah ben non. Est-ce que ça vaut le coup, le jour de l'examen d'avocat, avec le stress, avec tout ça, de venir sur Paris la première fois? Vous voyez, c'est tout bête.
La facilité d'accès également. Est-ce que je peux me loger à proximité? Est-ce que je dois prendre les transports en commun? Tout ça, c'est des petites questions auxquelles on n'y pense pas, mais qui sont, à mes yeux, peut-être plus importantes que le taux de réussite en lui-même. Puisque, à la limite, le taux de réussite, c'est sont comparés aux autres. Alors que ce qui compte, c'est soi. Hein, est-ce qu'on est capable d'avoir au-dessus de 10 sur 20 ou pas? Dernière question, peut-être très sensible, hein, et je sais que c'est une question qu'on me pose très souvent. Est-ce qu'il faut passer l'examen en Master 1 ou en Master 2? Pour l'instant, on peut. Bientôt, cette question sera sans objet, comme on l'a expliqué tout à l'heure en début de présentation. Aujourd'hui, les deux sont possibles. Les deux, on peut faire les deux. Le Master 2, passer son examen d'avocat en Master 2, ça a des avantages. On a plus de maturité. Le jour du grand oral, on a acquis l'expérience, on a soutenu son mémoire de Master 2 souvent, on a fait des stages, on a un petit peu gagné en maturité, on peut mieux défendre son bistec, entre guillemets, à l'oral. On a plus aussi parfois de recul sur les spécialités. Vous doutez bien que si on a fait un Master 2 droit pénal, on est plus au taquet sur le droit pénal qu'en sortant parfois du Master 1. Mais il y a quand même des inconvénients. Et l'inconvénient, c'est, et moi je le constate très souvent en pratique, c'est le télescopage. Lorsqu'on a fini son Master 2, on a envie de faire un bon stage de Master 2. Et dans un beau cabinet notamment, ou dans une belle entreprise, dans une belle boîte. Tout problème, c'est que le mémoire, plus stage, plus préparation de l'examen d'avocat, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et ce que je constate maintenant, c'est que de plus en plus d'étudiants préfèrent passer leur examen en Master 1. Et là, il y a des avantages également. Je vous l'ai dit, de très nombreuses matières, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, de très nombreuses matières, notamment dans les épreuves de spé, sont des matières qu'on traite en Master 1. Tout est dit, c'est frais dans la tête. Hein. C'est frais dans la tête. Si je choisis, par exemple, je suis un pur civiliste, j'ai pris droit civil, régime maths, ça tombe bien, je viens de le faire en cours magistral. Droit des sûretés, droit des contrats spé, je l'ai fait il n'y a même pas un an. C'est encore frais dans ma tête. Donc vous voyez, si je suis affairiste, procédure collective, droit bancaire, j'ai fait ça en Master 1. Donc normalement, vous voyez qu'on peut peut-être être avantagé à certains égards. Il n'y a pas de problème de stage. En Master 1, soit je fais un stage, mais à ce moment-là, c'est un plus petit stage qu'en Master 2, soit j'ai cette chance, je ne fais pas de stage. C'est-à-dire, j'ai tout le temps. J'ai tout le temps de préparer tranquillement mon examen d'avocat, alors que le Master 2, lui, il sera au cabinet. Vous voyez, ça a des avantages. Et surtout, il y a la possibilité de décaler. Je peux avoir mon examen d'avocat en novembre 2022 et choisir de rentrer à l'école d'avocat en janvier 2024. Vous voyez que je vais décaler d'un an mon entrée à l'école d'avocat. J'ai mon examen d'avocat à la sortie de mon Master 1, je passe sans stress mon Master 2, je fais un beau stage de Master 2 qui va valoriser mon CV, et ensuite, comme j'ai déjà mon examen d'entrée, je rentre à l'école d'avocat l'année suivante. Vous voyez, ça peut être une option. Ça peut être une option. Je vous en prie, Marie, vous vouliez peut-être... Oui, parce qu'en fait, il y a une solution encore mieux. Quand on passe le CRFP en Master 1 et qu'on l'obtient, il y a la possibilité de faire passer son Master 2 comme un stage de PPI et d'intégrer à l'école d'avocat. Tout à fait. Bah oui, j'allais l'aborder, je vous remercie. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il y a la possibilité, effectivement, son Master 2, ça devient son PPI, et donc on fait le PPI tout en étant à l'école d'avocat. Absolument. Tout ça pour dire, et en fait, clairement, je vais dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il y a encore 3-4 ans, peut-être 5 ans, moi je disais aux étudiants, attendez, vous avez le temps, vous êtes jeune, passez votre examen d'avocat après votre Master 2. C'était clairement ma position et je conseillais souvent aux étudiants d'attendre. Sauf que tous mes étudiants, ils me font mentir. Tous mes étudiants me font mentir et je suis heureux, hein, c'est la preuve qu'ils m'apprennent aussi des choses. Et tous mes étudiants, maintenant, ils passent leur examen d'avocat en sortant du Master 1 et ils le réussissent dès leur Master 1 et ils se rendent compte que, comme vient de le dire Marie, que c'est beaucoup plus confortable pour eux. Et c'est vrai que en réalité, l'examen d'avocat est fait aujourd'hui de telle façon que, comment dirais-je, il est plus, peut-être assez bizarrement, il est plus adapté aux étudiants de Master 1 qu'aux étudiants de Master 2. Notamment, encore une fois, dans la façon dont les épreuves sont faites, dans les matières qu'on vient de réviser, bien, c'est une réalité. Il n'y a pas de statistiques officielles, hein, mais c'est mon ressenti, à l'Institut catholique de Lille notamment, c'est qu'il y a de plus en plus d'étudiants de Master 1 qui réussissent que d'étudiants de Master 2. Et
D'autant plus qu'on peut s'agranger. Hein. On a cette chance, nous, à la Cato, à Lille, sur le campus de Lille, sur le campus de Paris, on est des petits établissements avec des petites structures, on connaît nos étudiants, on peut aussi les aider. Ils commencent leur Master 2, on les aide aussi pour qu'ils puissent tranquillement passer, tout en suivant la scolarité du Master 2, préparer leurs oraux du Master 1. Ça, c'est aussi un plus. Hein. Donc, clairement, je vais aller à l'essentiel, j'ai changé mon fusil d'épaule. Moi, mais maintenant, j'encourage et je recommande de le passer en Master 1. Clairement, voilà, j'ai changé d'avis. Je peux pas le dire autrement. J'ai changé d'avis. Moi, je trouve il vaut mieux le passer en Master 1. Mais, encore une fois, on peut le passer en Master 2 et c'est subjectif. C'est subjectif. Si un étudiant se dit oui, mais moi, je me sens pas encore tout à fait prêt, j'ai pas encore. À ce moment-là, pas de souci. Vous le passerez en Master 2, c'est plus que faisable aussi. Attention, je ne dis pas que c'est rédhibitoire. Bien au contraire. Bien au contraire. Si vous avez envie de passer en Master 1, foncez. Si vous dites oui, mais je voudrais encore attendre un peu, eh bien, attendez, passez le Master 2. Voilà peut-être comment pourrais-je synthétiser tout ça. Bien, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai été complet. Sinon, je reste à votre disposition et peut-être j'invite Marie ou les autres peut-être à justement, comment dire, encore une fois, comme Marie l'a très bien fait tout à l'heure, et j'accepte, soit de compléter ce que je dis, ou pourquoi pas d'infirmer aussi, de revenir sur ce que j'ai dit. Sachant que j'ai vu sur le mur de discussion, je me permets de monopoliser la parole, j'ai vu sur le mur de discussion, vous avez parfaitement raison, j'ai vu que certains d'entre vous, c'est Marie, pardon, vous avez mis effectivement le tableau, c'est très intéressant, je vous en remercie. Effectivement, je vous invite à consulter un petit peu ouais, je suis les tableaux. Pas là, mais... T'es en cours? Non, c'était pareil. Oui, effectivement, c'était bon. Allez-y, Marie, je vous en prie, peut-être, si vous voulez. Peut-être, vous l'avez passé en Master 1 ou Master 2? Alors, j'ai fait les deux. D'accord, oui. J'ai fait les deux. Je l'ai passé en Master 1, puis après en Master 2. Donc, en Master 1, j'avais fait une préparation estivale avec la pré-barreau. Oui. C'était pas du tout adapté à moi, comment je fonctionne, comment je travaille. Oui, bien sûr. Très bien fonctionné pour des gens qui savent fournir une capacité de travail en 2 mois. Moi, en 2 mois, c'est trop juste pour moi pour réviser tout le programme qui est assez dense. Et ensuite, je l'ai passé à la fin de mon Master 2. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais, parfois, on a plus de maturité à la fin du Master 2, là où on aurait été encore un petit peu trop juste. Quand je dis maturité, ce n'est pas uniquement une maturité par rapport aux matières, c'est aussi une maturité, capacité de travail, etc. Je me trompe peut-être, non? Non. Oui. En fait, c'est vraiment propre à chacun. Oui, absolument. Puis, on ne sait pas ce qui se passe dans nos vies aussi. Ouais, oui, tout à fait. Voilà, c'est vraiment propre à chacun. Ne pas hésiter. Moi, c'est ça que je dirais. Si on a envie de le passer en Master 1, il faut foncer. Ne serait-ce que pour voir comment ça se passe. Voilà. Tout à fait. Sachant que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est un examen qu'on a la possibilité de passer 3 fois. Certains diront 3 fois. Il y a des étudiants, qui, s'attachent, vont jusqu'au bout et au bout de la 3e fois, la réussissent. Moi, je voudrais dire, leur réussite est d'autant plus admirable parce qu'ils ne sont jamais lâchés. Ils ont été jusqu'au bout de leur idée. Donc, effectivement, le passer en Master 1, c'est aussi l'idée, je vois comment ça se passe. Je m'imprègne un petit peu de tout ça. Je me rends compte peut-être de mes erreurs. Et bien, en Master 2, je le repasse, comme vous, Marie, avec un grand succès. Donc, ça peut être une autre option. Mais encore une fois, on peut très bien dire, non, je garde mes 3 chances, j'attends la fin de mon Master 2 et je tenterai mes 3 chances après. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous, Marie, en ce sens où, c'est propre à chacun également. Oui, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas, c'est comme dans le monde, c'est-à-dire c'est un examen professionnel. Pour intégrer le monde professionnel, il n'y a pas de voie tracée. On a chacun évidemment sa propre personnalité, chacun ses propres envies, et il faut dessiner, son parcours en fonction évidemment de soi. Après, moi, j'ajouterais juste qu'il y a, statistiquement, il y a plus d'étudiants qui l'ont la 2e fois. Donc, le passer en Master 1, ça, voilà, au pire, c'est raté, c'est pas grave. Il y a un Master 2 derrière. On n'a pas passé 1 an à le préparer. Tout à fait. On n'a pas perdu de temps. Et au moins, pour la prochaine fois, ça vous enlève le stress de je vais où, je vais dans quelle salle, comment ça va se passer, comment je vais gérer mon temps. Tout à fait. Ouais, je suis tout à fait avec vous. Après, mais... Oui, pardon. Après, vous avez raison, Marie, en ce sens où moi, je dis, encore une fois, il y a encore quelques années, je disais
voilà, le pire des cas, passer en Master 1 pour voir et ensuite en Master 2. Mais cette année, ce que j'ai constaté notamment ici à Lille, l'IEJ de Lille et l'IEJ de Valenciennes notamment, c'est qu'il y a beaucoup de Master 1 qui l'ont maintenant, beaucoup plus que jadis, plus qu'il y a 3-4 ans. Donc, encore une fois, c'est pour ça que les statistiques me font mentir, mais il y a aussi évidemment beaucoup d'étudiants qui l'ont la deuxième fois en Master 2. Et d'ailleurs, c'est assez étrange, c'est que soit on l'a tout de suite après son Master 1, soit on l'a la seconde fois, après le Master 2, on a gagné un petit peu en maturité, en capacité de travail, en capacité d'organisation, etc., etc. Et à ce moment-là, l'épreuve, la préparation à l'examen d'avocat, c'est un plus qui va permettre de se forger aussi un caractère. Marie, tu peux préciser dans quel IEJ tu as suivi la préparation de l'examen? Oui. Alors, moi, j'étais à l'IEJ de Cergy-Pontoise, les 2 fois, parce que j'ai fait mon Master 1 et mon Master 2 à Cergy, donc c'est aussi une question de confiance. Dans mon IEJ, je connaissais les personnes qui allaient me corriger, j'avais totalement confiance dans la façon dont j'allais être corrigée et dont mon cas serait traité si jamais. Donc, et puis, je connaissais les lieux aussi, c'est agréable d'arriver dans des salles qu'on connaît, où on sait où se placer, voilà, ça permet de s'enlever un stress. Après, voilà, c'est purement personnel. Si vous sentez capable de partir à l'aventure, faites-le. Et moi, j'avais vraiment confiance dans cette IEJ et j'ai bien fait. Bah oui, tout à fait. Oui, l'importance. 2021, j'ai bien fait. L'importance, évidemment, j'allais dire de l'affect. Il faut vraiment qu'on se sente en confort, c'est pas le mot, évidemment, on n'est pas du tout en situation de confort lorsqu'on passe l'examen d'avocat, mais voilà, d'avoir des salles qu'on connaît, et puis de savoir un petit peu, de connaître les membres du jury lorsqu'on est au grand oral, c'est important plutôt que dans une IEJ totalement étranger, totalement étranger. Et puis parfois, on a fait ses études à Paris, je voudrais dire, on vient de province, et pas parfois peut-être de retourner à la fac de province à côté des parents, ça permet de retourner vivre chez les parents, ça permet de se ressourcer un petit peu et donc chaque parcours est différent. Chaque parcours est différent. Souvent, moi, je constate que les étudiants se focalisent Paris 1, Paris 2, Paris 1, Paris 2. Non, je veux dire, voilà, Cergy. Est-ce que vous avez travaillé avec Madame Caffin, Cergy, peut-être, non? Oui, l'ancienne doyenne. Oui, tout à fait. Avec qui j'ai travaillé pendant de très nombreuses années, quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, il y a partout des gens admirables, et c'est le mot qui s'impose en parlant de Madame Caffin. Et donc, vous voyez, c'est, comment dirais-je, chaque IEJ, parfois, peut-être son petit truc qui fait que, tiens, cette IEJ-là plutôt qu'un autre, plus que les données statistiques. C'est ça vraiment sur lequel je souhaiterais attirer l'attention, et c'est pour ça que c'est très intéressant ce que vous dites, Marie. Et puis il y a une dimension d'échelle aussi, parce que Paris 2, c'est des grosses IEJ, ils ont beaucoup d'étudiants. Bon, à Cergy, on en a beaucoup aussi, mais au moins, c'est un peu humain. Les profs nous connaissent, voilà, on peut échanger librement avec eux, on n'a pas peur de leur parler, on n'a pas peur de leur envoyer un mail, on est vraiment en confiance, et ça, c'est très agréable. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Est-ce que vous souhaitez peut-être qu'on revienne sur certains points ou qu'on développe certains points? Une question, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Concernant le choix des matières, donc droit social, etc., oui. Je suppose qu'il n'y a rien d'établi, mais est-ce que il y a une opinion sur quelle spécialité serait la plus appréciée, la plus pas facile, parce que c'est pas facile, mais la plus facile à apprendre à travailler? Marie, je ne sais pas, peut-être. Oui, après, il y a toujours des stratégies. Je crois qu'on est un peu dans le désespoir. On élabore toutes sortes de stratégies un peu bizarres. Mais moi, je connais beaucoup de personnes qui l'ont passé, donc en dépit de leur spécialité, en droit pénal, parce qu'en fait, en droit pénal, c'est très adapté à la méthodologie du cas pratique. Donc, après, les spécs sont conclus. Donc, c'est peut-être, c'est pas plus simple dans le contenu, mais dans la forme, c'est plus abordable que d'autres spécialités, comme par exemple le droit administratif, où là c'est trop large, c'est trop dense, ça fait peur, donc droit pénal. Et comme ça n'a aucune influence ni sur le parcours à l'école d'avocat, ni sur la façon dont sera exercée la profession, voilà, on tente. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je dirais droit social et droit pénal et droit social. Je sais aussi que beaucoup d'étudiants prennent droit social parce qu'ils se rendent compte que, il y a moins de choses à réviser, tout simplement. Le programme est moins dense que dans d'autres matières. Et puis, comme en droit pénal, c'est plus facile. C'est plus facile à transformer en cas pratique. D'ailleurs, souvent, à la fac, en droit social, on fait souvent que des cas pratiques. Donc, c'est souvent un choix. Donc, souvent, en termes de stratégie, les étudiants, évidemment, choisissent droit social, droit pénal. Mais après, voilà, un pur affairiste qui est à l'aise dans toutes les matières de droit des affaires, il a
sa stratégie à lui, ce sera de choisir droit des affaires. Un fiscaliste qui sort d'un master 1 ou d'un master 2 droit fiscal, qui est vraiment au taquet sur toutes les matières de fiscalité, il a tout intérêt à prendre droit fiscal. Et voilà. Donc là encore, hein, la stratégie joue, mais elle est propre à chacun. Elle est propre à chacun. Est-ce que nous avons répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. N'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas. Moi, j'aurais une question technique, s'il vous plaît. Oui. J'ai pas mal de camarades qui voulaient assister à cette réunion, mais qui ne peuvent pas et qui se demandent où est-ce qu'ils pourraient avoir accès à l'enregistrement vidéo. J'ai indiqué sur le chat que ce sera posté sur Agora. Donc, il y aura un lien pour que vous puissiez visionner et la vidéo et consulter le support qui vous a été présenté ce soir. D'accord, merci beaucoup. Il sera corrigé, évidemment, parce qu'il y avait la petite erreur de ma part. Mais à culpa. Si personne n'a de questions, moi je voudrais juste insister sur un petit point qui a été peut-être un peu plus absent pendant la présentation, c'est vraiment le côté humain de l'expérience CRFPA. Si vous voulez, il faut vraiment bien s'entourer quand on passe le CRFPA, il ne faut pas être tout seul, on passe par beaucoup d'émotions. C'est vraiment comme le deuil, hein. Voilà, il y a le déni, la colère, l'abandon, puis après on repart. Donc voilà, soyez bien entourés, faites des groupes de travail. En plus, c'est pas un concours, donc profitez-en pour faire des petits groupes et vous soutenir entre vous, travailler entre vous, vous autocorriger aux besoins. Et voilà. C'est tout à fait, c'est important parce que c'est un marathon, hein. C'est pas du tout. Il faut commencer et puis c'est un marathon et un sprint en même temps. En ce sens que c'est un marathon, ça se prépare pendant son master 1, pendant son master 2, et puis après c'est un sprint parce que l'été juste avant, il faut mettre les bouchées doubles. Donc c'est un petit peu un mélange des deux et c'est vrai que c'est important, c'est très entouré. Parce que voilà, quand on est à l'été, au mois d'août, on a les amis qui disent tiens, on part 15 jours dans le sud, tu viendrais pas avec nous? Bah non, parce que moi je vais réviser mon droit des obligations. Je vais prendre pas mon carbonnier, je vais prendre mon Benaban et je vais réviser le droit des obligations. Donc non, je viens pas avec vous. Parfois, certains amis ne comprennent pas. Parfois, ça peut créer des tensions au sein des couples, au sein des groupes d'amis. Mais voilà, moi souvent, hein, lorsque je commence la prépa à Lille, je dis aux étudiants, aux étudiantes, attention, 60% d'entre vous vont quitter leur compagnon avant le début du mois de septembre. Tout le monde me regarde et à la fin, certains me disent, bah oui, monsieur Barra, malheureusement, vous aviez raison. Je grossis le trait, évidemment. Les statistiques sont totalement farfelues, je vous rassure, mais ça peut créer des tensions. Et c'est important d'être bien entouré, que ce soit au niveau familial, au niveau du couple, évidemment, couple entre guillemets, évidemment, à votre âge, mais au niveau du groupe d'amis, c'est très important. Très important. Après, ça permet aussi de faire le tri entre les amis qui ne nous aident pas lorsqu'on est en difficulté. C'est peut-être une bonne idée de les abandonner, vous voyez. Enfin bon, là, je sors un petit peu, évidemment, de mon cadre. Il faut le faire avant la prépa, pas pendant. Ouais, nous sommes d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord, absolument. Faire le choix avant. Et c'est important aussi, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais vous avez raison, Marie, c'est pour ça que vos interventions sont très utiles pour pouvoir compléter justement l'aspect beaucoup plus pratique et l'aspect beaucoup plus humain, comme vous l'avez évoqué. Il y a aussi, évidemment, il y a une question, est-ce qu'il faut faire une prépa? J'ai souhaité ne pas l'aborder ici. Oui, il faut faire une prépa. Hein. Clairement, il faut, en plus de sa scolarité à l'université, que ce soit l'université publique ou l'Institut catholique, il faut clairement faire une prépa. Pourquoi? Parce que il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner encore. Des notes de synthèse, il faut en faire, et en refaire, et en refaire, jusqu'à ce qu'on acquiert totalement la méthode. Le grand oral, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à prendre la parole en public devant des types farfelus qui portent des robes tout à fait bizarres et qui nous parlent. Eh bien, tout ça, ça s'entraîne. On s'entraîne encore. Et ça, malheureusement, à l'université, on ne peut pas. Les prépas, quelles qu'elles soient, encore une fois, je ne vais pas faire de classement entre les prépas, ça n'a pas de sens, puisque ça dépend aussi de son affect. Il y a certaines prépas qui laissent plus libres les étudiants, d'autres qui les encadrent plus. On a un petit peu chacun aussi ses propres besoins. C'est important de faire une prépa, et notamment une prépa estivale. Je parle soit de contrôle Marie. Je crois que c'est important en juin, juillet, août, souvent, juillet, août surtout, d'être accompagné par des équipes qui vous aident, vous entraînent, vous coachent et voilà, c'est un coût évidemment. Il faut faire un petit investissement, mais je vais dire, c'est le passage obligé. C'est le passage obligé, il faut vraiment ça. Je ne sais pas si vous aviez dit, à chaque fois, vous avez fait une prépa, vous, Marie? Oui, 2 fois, j'ai fait ma prépa avec Prébarreau parce que justement, on est très, très encadré. Moi, je sais que je ne peux pas me faire confiance. J'ai tendance à dire, je vais le faire demain, et puis je ne fais jamais. Donc, voilà, je voulais être cadrée, me dire, je dois rendre tel devoir pour telle date. Et voilà.
c'est juste se connaître soi-même. Oui. Et accepter aussi qu'on est comme ça. Donc, après, c'est connaissance de chacun. Excusez-moi, j'avais une question à propos des prépas et surtout du choix des prépas. Comment est-ce qu'on choisit les prépas? Est-ce que vous avez des conseils sur des prépas plus intéressantes que d'autres ou des prépas à éviter justement? Pas éviter, ça, je pourrais pas. Hein. Certaines confraternités qui m'empêchent. Moi, je suis mal placé. Je suis mal placé pour dire quoi que ce soit, puisque je dirige la prépa Voca de l'Institut catholique de Lille, qui est en partenariat avec Subbaro. Donc, par hypothèse, je suis très mal placé pour établir un classement entre les prépas. Hein. À l'Institut catholique de Lille, nous avons une prépa. Hein. L'Institut catholique de Lille, nous avons une prépa en présentiel, mais qui est à Lille, hein, qui prépare à l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Donc, vous doutez bien que, ayant l'honneur de diriger cette prépa, vous ne m'entendrez pas dire du mal, bien au contraire. Mais je ne veux pas, au contraire, pré-barreau, c'est une prépa qui est reconnue, qui a des années d'expérience et qui, évidemment, hein, je voudrais dire, est une valeur sûre. Hein. Donc, vous voyez, je dis, moi, j'attire votre attention. Je regarde évidemment les autres prépas comme ça un petit peu négligemment. Parfois, je vois des prépas qui apparaissent, qui affichent des taux de réussite de 82, 84% à l'examen d'avocat. C'est strictement impossible. Donc, voyez, si vous voyez des chiffres dithyrambiques, si vous voyez des prépas où globalement vous cliquez sur le lien qui sont les intervenants, page en maintenance, bah, ça, je serais à dire, c'est comme les agences de voyage en ligne, c'est comme les vendeurs sur le bon coin, fuyez, quoi, fuyez. Donc, attention, c'est un business, hein. C'est un business très lucratif. Il y a de plus en plus de prépas qui ouvrent, qui ferment, qui ouvrent, qui ferment, et puis elles disparaissent, et puis elles rouvrent sous un autre nom. Moi, j'attire votre attention, vérifiez la durée de la prépa. Hein. Est-ce qu'elle existe depuis 3 ans? Est-ce qu'elle existe depuis 15 ans? Ça change tout. Hein. Est-ce qu'elle existe depuis 6 mois? Ça change tout. Vérifiez également aussi l'équipe. L'équipe. Hein. Se dit, oui, telle personne fait les sujets d'examen. C'est du pipeau, hein. La personne qui fait des sujets d'examen, vous doutez bien qu'elle ne va pas être membre d'une prépa. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc méfiez-vous des taux des prix aussi. Hein. Méfiez-vous des taux de pourcentage. Honnêtement, si une prépa se vante d'avoir plus de 85% de réussite totale, hein, 85% de réussite aux euros, c'est tout à fait normal. Hein. Une prépa qui se vante d'avoir 82-84% de taux de réussite totale, hein, c'est strictement impossible. Hein. C'est strictement impossible. C'est comme si je vous promettais de vous faire un placement, vous me donnez 10 000 euros, je vous promets que dans 5 ans, vous aurez 1 million d'euros. Bon, on les voit souvent, ce genre de site en ligne. Bon, ça ne va pas être possible, c'est pas possible. Donc, je ne peux pas vous classer les prépas entre elles. Moi, j'attire votre attention peut-être sur les critères à regarder, si vous voulez. Mais pré-barreau, clairement, hein, encore une fois, je félicite la concurrence. Pré-barreau. Sur Paris, vous avez aussi Sup-barreau, hein, qui est dirigé. La plupart d'entre vous, d'ailleurs, avaient eu la chance de suivre ces cours par M. Benilouche, hein, qui est notre partenaire dans le cadre de la prépa Voca. Voilà, c'est des prépas sérieuses, anciennes, qui ont pignon sur rue. Ce sont des valeurs sûres. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, si je dois faire un retour d'expérience personnelle chez Pré-barreau, je ne suis pas tenue à un devoir de... Bien sûr, c'est évident. Je trouve qu'ils ont été excellents en matière de droit des obligations, en note de synthèse et au grand oral. Par contre, je déconseillerais pour ceux qui passent en spécialité administrative et en procédure administrative contentieuse où ils sont beaucoup plus faibles. Je trouve que leurs enseignements ne sont pas très pédagogiques. Moi, je m'en suis pratiquement pas servie pour les épreuves parce que je trouve que ce n'est pas adapté à ce qu'on nous demande le jour de l'examen. Mais après, il y a peu de gens qui passent en administrative. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut pour les autres spécialités. Apparemment, mes copains sont plutôt contents de l'expérience pré-barreau. Mais après, c'est une prépa. Je pense que c'est la prépa qui est la plus onéreuse. Sur la semestrielle, on est à plus de 2 500 euros. C'est vraiment un investissement. Donc, forcément, ça rentre dans la balance. Après, c'est un pari qu'on fait sur nous-mêmes. Hein, mais ça rentre forcément en compte. Après, 2 500 euros, si on veut payer des intervenants de qualité, c'est ça aussi. Hein. Si vous trouvez une prépa qui vous propose une prépa estivale à 450 euros, comment ils peuvent payer leurs intervenants? Donc, là encore, ça veut dire que les intervenants, c'est de bric et de broc, donc peut-être pas forcément une bonne idée non plus. C'est pas forcément une bonne idée non plus. Est-ce que ça répond peut-être à votre question? Oui, très bien, merci. Pour d'autres, est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Je voyais que toutes les IEJ, elles fermaient à peu près le 31 décembre et j'ai entendu tout à l'heure qu'il y en avait certaines qui restaient ouvertes jusqu'en février, mais desquelles vous parlez?
Moi, je suis à Valenciennes, hein, donc physiquement, même si c'est l'Institut catholique de Lille qui est derrière moi, je suis à Valenciennes. J'interviens un petit peu en vacation à l'Université de Valenciennes. Je sais que certaines années, cette année, je ne peux pas me prononcer, leur site n'est pas à jour. Je sais que certaines années, l'UJ de Valenciennes est ouvert jusqu'en janvier, février. Donc, on peut s'inscrire en janvier-février pour passer l'examen en septembre. Voilà, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que Valenciennes en France. Hein. J'imagine que d'autres petits IEJ, entre guillemets, quand je dis petit, c'est pas la taille, hein, évidemment, c'est aucun jugement condescendant, bien au contraire. Certains IEJ pratiquent ça aussi. Il ne faut pas hésiter, je voudrais dire, il ne faut pas hésiter à appeler, à envoyer des mails en se posant des questions. Voilà, donc ça dépend, encore une fois. Certains IEJ ferment le 31 octobre en 2021 et puis ils vont fermer au 31 décembre en 2022. Encore une fois, hein, les directeurs d'IEJ tournent beaucoup dans certains IEJ de province et donc tous les ans, un petit peu, on change de directeur et donc on change un petit peu de pratique, de politique. Je ne pourrais pas vous répondre avec précision à votre question. Je ne pourrais pas vous répondre à votre question, mais je vous invite un petit peu à regarder en ligne, tout simplement, il n'y a pas de secret, à regarder en ligne un petit peu les IEJ centre d'examen en regardant justement quelles sont les dates d'inscription. Ok. Merci. Souvent, pour tout vous dire, souvent, Paris 1, Paris 2, etc., il clôt vers... D'ailleurs, souvent, les inscriptions sont clôturées début décembre, alors que les résultats d'admissibilité d'admission sont début décembre. Et donc, souvent, en fait, ils incitent les étudiants qui sont dans l'attente de leurs résultats d'admission de s'inscrire quand même pour l'année suivante. Il y a un petit peu de pratique commerciale derrière tout ça, même si sur des universités publiques. C'est le jeu aussi, je les comprends. C'est sur des collègues, je les comprends. Je ne dis pas que je les justifie, je dis que je les comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être ? Et pour ceux qui auraient des questions par la suite ou des questions qu'ils n'osent pas poser ou qui ont besoin d'avis d'une étudiante, je vous mets mon mail personnel dans le chat. N'hésitez pas, moi avec plaisir, si vous voulez échanger sur ce sujet. Merci Marie. Pareil, c'est vrai que je vais mettre mon mail institutionnel, mais je vais dire, vous pouvez trouver en 2 clics. Unif-Catolil, voilà, que je ne me trompe pas. catolil.fr, voilà. Je fais comme Marie, je me permets, je joindre mon adresse mail. J'attire juste votre attention, c'est que parfois sur certaines plaquettes, sur certains sites, ils mettent Franck avec un C, il n'y a pas de C, donc il y a bien Franck FRNK. Donc, bon, ça fait plus de 40 ans, j'ai l'habitude, c'est juste que parfois je ne reçois pas les mails, et c'est ça c'est plus embêtant. Bon, après, je voudrais dire, vous allez sur le site, votre adresse mail, la Catolil, je vais apparaître normalement. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, effectivement, merci à Franck et à Marie pour leur présentation, leur témoignage, merci à vous, le temps consacré. J'espère que ça a été utile à tous les étudiants qui se posent encore des questions ou où ça confirme effectivement des choix que certains envisagent. Donc, vous retrouverez bien et les présentations et la vidéo sur Agora. Et n'hésitez pas, effectivement, vous avez des interlocuteurs de choix et de qualité à revenir vers eux pour poser des questions ou des interrogations ou des doutes. Ça peut arriver aussi. Ou une baisse de morale et vous avez besoin d'être sûr. Évidemment. Je m'engage à vous remotiver. Évidemment. Parfaitement. Merci Marie. Eh bien, écoutez, un grand merci à tous. Merci. Et une très belle soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée et restons à votre disposition, évidemment. Merci Suzette pour cette organisation. Merci à tout le monde.